Bonsoir à tous. Lors de nos précédentes rencontres, je vous ai montré plusieurs fois cette image de la divergence de deux espèces. Et lors de notre dernière rencontre, je vous ai expliqué que durant ce processus, eh bien, il y a une zone grise. C'est d'ailleurs l'expression qui a été utilisée par cet auteur que j'ai cité à plusieurs reprises. Et cette zone grise, c'est une zone pendant laquelle on a une séparation qui s'installe progressivement avec le maintien, très généralement chez les mammifères, d'une certaine possibilité d'échange génétique. Alors, toutes sortes de situations peuvent se présenter, mais vous avez vu qu'en fait, l'isolement reproductif complet, et c'était l'objet de mon dernier cours essentiellement, cet isolement reproductif chez des mammifères de taille moyenne qui sont proches de nous, des primates, des carnivores, enfin, on a vu tout un tas d'exemples, eh bien, met plusieurs millions d'années à se mettre en place. Et je vous ai cité en particulier le cas des babouins, donc ce sont quand même des créatures assez proches de nous. Eh bien, cette période dure très longtemps. On a des espèces qui sont même rattachées à des genres différents qui, 4,5 millions d'années après leur séparation, continuent à pouvoir produire des hybrides. Ces hybrides, ils existent dans la nature, à l'état sauvage, ce ne sont pas juste des curiosités de zoo, et ces hybrides, ils sont féconds. Cela étant dit, je vous ai aussi expliqué que même s'il y a interfécondité, même si les hybrides sont féconds, dans le fond, il se met en place quand même des mécanismes qui maintiennent l'intégrité de ces lignées de métapopulation, notamment parce que le succès reproductif de ces hybrides, même s'il existe, eh bien, est quand même plus faible que celui des espèces mères. Dans le fond, une fois que ce processus est lancé, dans le fond, il y a un seuil au-delà duquel il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible, finalement. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui et aussi dans le cours prochain, c'est de voir, d'une part, dans le fond, comment se mettent en place toutes ces propriétés. Dans le fond, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans cette séparation. Et puis, de regarder aussi comment, dans le fond, toutes ces propriétés s'appliquent aux hominines. Et donc, on va prendre des exemples au sein des hominines, dont vous savez qu'on a reconnu de nombreuses espèces, plus d'une trentaine. Et donc, on se demandera, surtout la prochaine fois, dans le fond, est-ce que ces espèces sont des espèces valides ou pas? Et évidemment, il n'y a pas de réponse très simple à cette question. Alors, commençons par les mécanismes qui font que des espèces apparaissent. Alors, je vais laisser de côté quand même quelque chose dont on a déjà parlé, qui est l'évolution anagénétique d'une lignée de métapopulation, c'est-à-dire la transformation au cours du temps de cette espèce, qui, évidemment, au bout d'un certain temps, forcément, si une série de mutations s'accumule, va produire quelque chose dont le phénotype peut être très différent de ce qui existait au départ. Et c'est tout le problème de l'espèce paléontologique, et on verra notamment des exemples avec les australopithèques. C'est tout le dilemme de savoir où et comment, le long d'une lignée anagénétique, on peut, si on peut, placer une coupure quelque part pour donner une dénomination spécifique à une forme ancienne par rapport à une forme plus récente. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au phénomène
de séparation, de dichotomie entre des lignées, donc une cladogénèse, comment cette cladogénèse se produit. Et évidemment, cette cladogénèse, elle implique une séparation, une forme de séparation. Et la séparation qui est la plus évidente, celle que tout le monde, dans le fond, imagine assez facilement, c'est une séparation géographique. Et dans le jargon biologique, c'est ce qu'on appelle une spéciation allopatrique, c'est-à-dire qu'on finit par se retrouver avec les deux branches du Y que je vous ai présenté il y a quelques instants, vivant dans des régions différentes. Et il y a divers processus qui peuvent mener à ça, mais essentiellement deux. Un qui est l'apparition d'une barrière géographique, dans le fond, qui coupe en deux une série de métapopulations qui, au départ, représentaient une espèce. Et c'est ce qu'on appelle la vicariance. Et ça, on en a de très nombreux exemples. Par exemple, chez les primates, je vous ai souvent parlé du chimpanzé commun et du chimpanzé nain, qui sont deux espèces très proches de l'homme. Eh bien, le chimpanzé commun et le chimpanzé nain, en Afrique, ce n'est pas compliqué, ils sont séparés par le fleuve Congo. Et le fleuve Congo, pour un chimpanzé, c'est difficile à traverser, pas que pour un chimpanzé d'ailleurs. Et donc, au sud du fleuve Congo, on a ces fameux bonobos, chimpanzés nains, qui ont divergé des chimpanzés communs qui vivent au nord et sur une grande partie de l'Afrique, divergence qui date de 2 millions d'années. Alors, bon, vous allez voir que cette spéciation allométrique, en théorie, elle est différente d'une autre forme de spéciation dont on va parler tout à l'heure, qui est le fait qu'une espèce peut étendre son territoire et à ce moment-là, ça donne lieu à un phénomène de spéciation. Vous verrez que dans la pratique, c'est un peu difficile parfois de délimiter les deux. Pourquoi ? Parce que nos chimpanzés, à un moment donné, il a fallu qu'ils se retrouvent des deux côtés du fleuve Congo, et donc c'est probablement lié dans un passé lointain, à des variations de l'aire géographique de l'espèce mère du chimpanzé commun et du chimpanzé nain. Alors, il y a une autre forme de séparation, c'est l'isolement par la distance. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les pères de la théorie synthétique, Mayer et d'autres, ont beaucoup insisté. Dans le fond, on peut avoir un isolement de population, non pas par la présence d'une barrière géographique comme le fleuve Congo, puisque là, il y a quand même, j'allais dire, une proximité entre les chimpanzés nains et les chimpanzés communs, mais simplement parce qu'une espèce a un territoire qui est tellement vaste, et on connaît des espèces qui ont quasiment un domaine géographique planétaire, eh bien, on comprend bien que cette série de populations qui représentent l'espèce vont avoir tendance à échanger plus facilement des gènes avec les populations voisines qu'avec des populations qui se trouvent très très loin sur un continent ou même sur un autre continent. Et un exemple, je pense, assez clair au sein des hominines de cette vicariance et de cet isolement par la distance, c'est la radiation évolutive des hominines à grand cerveau au cours du dernier demi-million d'années, en particulier la séparation entre néandertaliens et dénisoviens d'une part, et puis entre ce groupe-là et le groupe qui a donné naissance à notre espèce, Homo sapiens, en Afrique. Et il suffit évidemment de regarder une carte pour comprendre de quoi il s'agit. Des Homo sapiens anciens, on en connaît en Afrique. On pense qu'ils ont un peu débordé de temps en temps au Proche-Orient, en particulier dans la péninsule arabique. Mais disons, jusqu'il y a
150 000 ans, quelque chose comme ça, eh bien, c'est quand même un groupe qui est strictement africain. Enfin, alors, Israël, c'est très très près de la porte de l'Afrique. On a un sapiens ancien qui a 180 000, 190 000 peut-être. Disons, pendant très longtemps, donc, nos ancêtres ils sont restés cantonnés dans cette région-là. Et puis, on a un vaste domaine eurasiatique où là, on a des Néandertaliens qui sont connus en Europe, en Asie centrale, au Proche-Orient, et qui, de temps en temps, se sont répandus un peu plus haut en latitude, au nord du désert de Gobi, jusque vers l'Altaï. Et on comprend bien que les échanges entre ces ancêtres des sapiens actuels et puis les Néandertaliens et leurs ancêtres, eh bien, ils ont été très limités à cause de l'existence de la Méditerranée, hein, d'une part, et puis parce que, dans le fond, voilà, si on veut aller d'Afrique en Europe, il faut faire tout le tour de la Méditerranée. Donc c'est vraiment un cas d'isolement par la distance. Et donc au cours du temps, et surtout à cause de variations environnementales dont on va parler un petit peu, eh bien, cet isolement par la distance s'est ajouté à un isolement par des barrières géographiques qui ont pu jouer leur rôle en fonction des conditions climatiques. Et puis pareil, même histoire entre ces Néandertaliens dans l'ouest et le centre de l'Eurasie, et puis les Dénisoviens qu'on connaît en Chine, qu'on connaît dans l'Altaï, mais dont on soupçonne l'existence dans le reste de l'Asie continentale. Pourquoi ? Parce qu'on trouve des bouts de leur génome dans des populations actuelles qui vivent en Australie, en Nouvelle-Guinée, dans ces régions-là. Et donc là, ici, on a toujours pareil, un peu la combinaison des deux, c'est-à-dire il y a quand même des zones géographiques qui sont assez peu favorables à la traversée par les hommes, hein, en particulier toute la zone himalayenne. On a aussi, à l'intérieur de l'Asie, on en a parlé lors de mon cours sur les fossiles, l'évolution des hominines en Asie, hein. On a la persistance pendant le Pléistocène à certaines époques de forêts tropicales assez denses qui, pendant longtemps, n'ont pas été très favorables aux hommes. L'adaptation des hommes, en tout cas des hommes archaïques à un milieu franchement forestier, n'est pas vraiment démontrée. Et on a, en particulier en Chine, il y a des auteurs qui en gros, ont expliqué que il y a toute une zone dans le sud de la Chine où on trouve des grands primates comme les gigantopithèques ou des orang-outans fossiles, mais dans le fond, on ne trouve pas tellement d'hominines, mais on va les trouver plus au nord. Et donc tout ça, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à une divergence des populations pléistocènes asiatiques et des populations pléistocènes de l'ouest et du centre de l'Eurasie, qui ont donné, à partir d'un ancêtre commun, probablement Homo heidelbergensis, qui ont donné les Néandertaliens et les Dénisoviens. Et au sein des Dénisoviens, les gens qui étudient le génome des Dénisoviens dans les populations actuelles, enfin ce qu'il en reste, en gros nous disent il y a au sein des Dénisoviens 2 branches, au moins, peut-être 3. En tout cas, il y a une branche septentrionale qui est représentée par les Dénisoviens de Denisova ou du Tibet. Et puis, il y a d'autres Dénisoviens qu'on ne connaît pas. Enfin, on ne les connaît pas à l'état fossile, vraiment, qui ont vécu probablement dans le sud de l'Asie, mais on trouve des bouts de leur génome de temps en temps. Et on voit bien qu'ils sont apparentés aux Dénisoviens du Nord, mais avec une divergence quand même assez ancienne, autour de 300 000 ans. Donc tout ça, dans le fond, c'est l'effet de la géographie sur ces phénomènes de spéciation, soit à cause de barrières, soit à cause de la distance. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que cet isolement par la distance entre l'Afrique et l'Europe, ou l'ouest de l'Eurasie, dans le fond,
elle combine à la fois un isolement par la distance, mais aussi quand même la présence l'occurrence de barrières géographiques. Et ces barrières géographiques sont des barrières inconstantes, mais elles sont liées notamment aux changements climatiques qui ont eu lieu au cours du dernier million d'années. Donc, au cours de ce dernier million d'années, ce à quoi on assiste, c'est à une amplification des oscillations climatiques dans les moyennes latitudes entre des périodes glaciaires et puis des périodes chaudes, tempérées, comme maintenant par exemple. Et on a au cours du Pléistocène un changement dans la périodicité, mais surtout un changement dans l'amplitude de ces oscillations climatiques. Et il y a un peu plus de 600 000 ans, il y a dans les moyennes latitudes de l'Europe la première de ces grandes oscillations froides. C'est le stade isotopique 16. Quelque chose qu'on a appelé la glaciation elstérienne ou anglienne. Et c'est la première, j'allais dire, glaciation en Europe qui connaît vraiment une extension géographique très très forte. Vous voyez cette ligne pointillée ici, en face de laquelle est écrit OIS 16, eh bien, vous montre la limite maximum atteinte par les glaciers au moment de cet épisode froid. Et vous voyez que c'est descendu très très bas, c'est descendu plus bas que pendant le dernier maximum glaciaire qui, je ne dirais pas reste dans les mémoires, mais qui est souvent celui qu'on cite comme le grand épisode glaciaire dont il est facile de retracer la géographie. Alors donc, pendant ces oscillations froides qui se sont succédées avec une périodicité d'à peu près 100 000 ans à partir du stade 16, eh bien, on a non seulement ces masses glaciaires qui se développent sur le nord-ouest de l'Europe, mais en avant, on a toute cette zone en pointillé qui est une zone de pergélisol, c'est-à-dire une zone où le sol reste gelé en profondeur, hiver comme été. Et pour des hommes archaïques qui n'ont pas des moyens techniques comparables à ceux des Homo sapiens modernes les plus récents, eh bien, ce n'est pas un milieu qui est très favorable. Et donc, vous voyez bien que pendant ces épisodes glaciaires, eh bien, il y a probablement une survie des hominines dans le sud de l'Europe, alors qu'une grande partie des moyennes latitudes se dépeuplent complètement. Et s'ajoute à ça le fait que cette mobilisation sous forme de glace d'une grande quantité d'eau crée une baisse des niveaux marins. Donc c'est ce qu'on observe dans l'Atlantique, la Méditerranée, donc des zones qui sont aujourd'hui submergées, par exemple entre la France et les îles britanniques ou l'Irlande, à ce moment-là sont accessibles aux hommes et d'ailleurs exploitées parfois dans certaines régions. Mais il se passe un phénomène complètement différent ici à l'est, c'est que cette mer Caspienne, elle, ne baisse pas, au contraire, son niveau augmente. Et il augmente pourquoi ? Eh bien parce que la mer Caspienne, elle est nourrie par tout un système fluvio-glaciaire qui vient justement de cette calotte glaciaire. Alors à cela s'ajoute le fait qu'on a sur des montagnes, et en particulier sur le Caucase, le développement de calottes, de petites calottes glaciaires. Vous voyez que là, les communications entre cette partie de l'Eurasie et puis le Proche-Orient et l'Afrique se réduisent considérablement. Et on pense que tout ça, ça a eu probablement un effet sur la divergence de la lignée néandertalienne par rapport à en tout cas par rapport aux sapiens. Alors ces oscillations climatiques, ces changements climatiques, ils ont un effet donc sur la mise en place de barrières géographiques, parfois en limitant les communications. Alors ce n'est pas permanent, hein, ce sont des espèces de pulsations comme ça. De temps en temps on passe, de temps en temps on ne passe pas. Mais aussi, évidemment, ça a une influence sur le processus
les processus évolutifs qui sont à l'œuvre dans les populations qui sont soumises à ces variations climatiques. Le premier effet, c'est quelque chose dont on a parlé dans un cours précédent, eh bien, c'est la sélection naturelle et l'adaptation de ces populations à des conditions de milieu. Et je vous ai cité l'exemple des proportions corporelles dont on sait qu'elles varient chez l'homme actuel en fonction du climat, en gros avec des populations africaines, surtout dans l'est et l'ouest de l'Afrique, qui sont en gros plus longilignes que les gens qui vivent dans les moyennes latitudes. Et puis quand on va vraiment beaucoup plus vers le nord, eh bien, on a des populations inuites, par exemple, qui ont des proportions corporelles beaucoup plus ramassées. Et je vous ai cité le cas des Néandertaliens qui sont, parfois on a décrit leurs proportions corporelles comme hyperarctiques. Et donc là, on a certainement le résultat de l'action de la sélection dans le fond, qui amène un changement du phénotype et donc une adaptation. Donc c'est un des processus qui est à l'œuvre le long de ce processus de spéciation. Alors, quand même, je voudrais tempérer un petit peu cette histoire de proportions corporelles et de proportions soi-disant périarctiques ou hyperarctiques des Néandertaliens. Pourquoi ? Parce que vous comprenez bien que quelque chose comme la réponse au stress climatique ne dépend pas que des proportions corporelles, mais ça dépend aussi des capacités techniques de tel ou tel groupe humain, dans le fond, de se protéger de ce stress thermique. Donc si vous avez des vêtements, si vous avez des vêtements complexes, des vêtements cousus, comme nos Inuits par exemple, vous allez pouvoir survivre dans des environnements franchement arctiques, périglaciaires. Si vous n'avez pas tout cet équipement-là, là, même des conditions, je dirais, tempérées, froides, deviennent assez problématiques pour des primates comme des hommes. Et il est probable qu'une grande partie de l'adaptation en termes de proportion corporelle des Néandertaliens n'est pas liée à l'exposition à des climats extrêmement froids, mais est liée aussi en partie au fait qu'ils ont des moyens limités, dans le fond, de répondre à ce problème de stress thermique. En d'autres termes, probablement que ce qu'on observe dans le Pléistocène, c'est une variation de ces proportions corporelles qui est celle qu'on observe aujourd'hui entre, disons, le cercle arctique polaire et puis le cercle polaire arctique et puis l'équateur. Eh bien, si on remonte au Pléistocène moyen, on a probablement la même variation entre les moyennes latitudes de l'Europe et puis l'équateur. Alors, ces fluctuations climatiques en Europe, dans les moyennes latitudes, elles ont pas seulement un effet terme adaptatif, mais elles ont aussi un autre effet qui est un effet de réduction de la taille des populations. Vous vous souvenez de la carte que je vous ai montrée, je vous ai dit, quand il y a une crise climatique, dans le fond, nos Néandertaliens, nos groupes néandertaliens, ils survivent dans les régions les plus méridionales. Et encore, il ne faut pas croire que toute la Méditerranée est un paradis au moment des crises glaciaires. On sait par exemple que dans la péninsule ibérique, pendant les périodes les plus froides, eh bien, on a une grande partie de la péninsule ibérique qui est en fait difficilement habitable parce que non seulement il fait froid, mais surtout il fait très sec, il y a assez peu d'eau, une pluviométrie réduite, et donc ce n'est pas très très bon pour les hommes. Donc des zones refuge, et puis quand les conditions deviennent meilleures, donc il y a une recolonisation des moyennes latitudes et même plus haut. Et ça, c'est exactement le phénomène que je vous ai décrit quand je vous ai parlé
de dérive génétique. Vous vous souvenez, je vous ai montré une espèce de ballon avec des petites billes de couleur dedans, en vous disant, eh bien, si on réduit la taille de cet échantillon à peu d'individus, on va avoir seulement une sélection de billes de couleur. Ça peut être des gènes, ça peut être des caractères phénotypiques. Et cette réduction, dans le fond, elle est liée en grande partie au hasard. Elle est liée au fait qu'il y a des populations ou des individus qui s'éteignent dans certaines régions et qui survivent dans d'autres. Et il y a un échantillonnage qui se fait un petit peu au hasard et qui va donner naissance plus tard à une population plus nombreuse. Et donc cette dérive génétique, on pense que pendant le Pléistocène en Europe, elle a été aussi à l'œuvre. Et j'attire votre attention sur ce papier qui était publié il y a une dizaine d'années par un auteur qui s'appelle Tim Weaver. Et Tim Weaver, justement, dans cet article, s'interroge sur deux questions. Alors, une question qui n'est pas vraiment contenue dans le titre, mais qui est celle justement de savoir est-ce que les données qu'on a du point de vue phénotypique et du point de vue génétique, est-ce que ces données-là, elles sont uniquement compatibles avec des phénomènes de sélection ou est-ce que la dérive génétique peut aussi expliquer ce qu'on observe? Et en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a aucune raison d'écarter cette hypothèse, la dérive génétique. Et j'allais dire, ça nous arrange bien. Pourquoi? Parce que quand on regarde, par exemple, la morphologie dentaire des Néandertaliens et la morphologie dentaire des Homo sapiens, des hommes modernes, on observe des différences qui sont des différences assez constantes. Hein. C'est-à-dire que ça a l'air de pas grand-chose, mais par exemple, vous voyez cette petite crête à l'avant des molaires inférieurs, c'est quelque chose qu'on trouve presque systématiquement chez les Néandertaliens et qui est très rare chez des populations actuelles, quelques pourcents seulement de fréquence. Et évidemment, on a du mal à imaginer qu'un caractère comme celui-là, il représente un avantage sélectif particulier dans tel ou tel environnement. Le fait d'avoir une petite crête en plus sur les molaires inférieurs, je ne pense pas que ça change grand-chose à la vie des Néandertaliens, ni leur façon de mastiquer. Mais ça, c'est typiquement le genre de caractère qui peut se fixer par hasard par un phénomène de dérive génétique. Et d'autant plus que cette fameuse petite crête, qu'on appelle la crête mid-trigonide, eh bien, cette petite crête, elle existe à une fréquence plus basse dans les populations plus anciennes du Pléistocène moyen qui précèdent les Néandertaliens. Donc c'est quelque chose qui existe dans la variabilité des populations plus anciennes. Et puis, voilà, on finit par se retrouver, à cause de ce phénomène de rééchantillonnage comme ça au hasard dans ces populations qui sont soumises à des goulots d'étranglement et puis à des phénomènes d'expansion, on finit par se retrouver à la fin avec tout le monde qui possède ce caractère-là. Alors, il y a un autre sujet dans les recherches de Tim Weaver. Alors, il n'a pas écrit que cet article-là, il en a écrit plusieurs. C'est aussi, alors vous me direz, c'est une question qui est un peu réglée maintenant avec les découvertes de Jebel Irhoud, mais c'est un article qui précède les découvertes de Jebel Irhoud. Il se demande, est-ce qu'il y a un phénomène d'apparition brutale de notre espèce, d'Homo sapiens? Et pourquoi il se pose cette question? Je vous ai dit, parce que, dans le fond, au moment des premières publications sur l'origine africaine d'Homo sapiens, ça c'est plutôt pour les gens qui ont écouté ma leçon inaugurale, dans le fond, on avait des fossiles en Afrique de sapiens anciens qui avaient autour de 200 000 ans. Bon, le problème, c'est qu'on n'avait rien de plus ancien. Et puis on avait les généticiens, en particulier les premiers généticiens qui ont travaillé sur l'ADN mitochondrial, qui nous disait, mais si on prend tous les hommes actuels et qu'on remonte les lignées mitochondriales
qui sont représentés dans les populations actuelles, eh bien, toutes ces lignées, elles se rejoignent vers une date qui est une date autour de 200 000 ans. Et à l'époque, donc c'est dans les années 80, on avait parlé d'une Ève africaine. L'idée, c'était parce que comme l'ADN mitochondrial ne se transmet que par les femmes à leur descendance, l'idée, c'était, en gros, il y a une femme, en tout cas une lignée mitochondriale quelque part en Afrique il y a 200 000 ans, qui est la mère de tous les hommes actuels. Alors, je vous mets un peu en garde contre cette notion de coalescence. Pourquoi ? Parce que c'est très très bien illustré par ce schéma. Vous voyez que si vous prenez quelque chose comme l'ADN mitochondrial qui ne se recombine pas à chaque génération, donc un certain haplotype, on l'a ou on ne l'a pas. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de mélange. Eh bien, on peut très bien avoir une situation où tous les individus qui vivent aujourd'hui présenteraient le même ADN mitochondrial. Alors, ce n'est pas le cas, il y a plusieurs lignées mitochondriales, bien sûr, aujourd'hui. Mais même si on imagine des lignées mitochondriales différentes, mais qui coalescent dans le temps, eh bien, quand on remonte dans le temps, on va forcément, à un moment donné, trouver quelque part un ancêtre commun de toutes ces lignées-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres lignées à l'époque. D'accord ? Et donc ça, c'est un problème assez général, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de ce terme de coalescence. C'est-à-dire qu'on est assez tenté de dire, voilà, on va prendre toutes les... par exemple, ça a été fait pour essayer de comprendre le timing, le calendrier de l'expansion de notre espèce hors d'Afrique. Donc on prend toutes les populations actuelles et on dit, voilà... toutes les lignées mitochondriales actuelles, elles ont, hors d'Afrique, elles ont un point de coalescence vers 55 000 ans. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a 55 000 ans, il n'y avait que cette lignée ancestrale à toutes les lignées mitochondriales qui sont aujourd'hui hors d'Afrique. Pourquoi ? Parce que d'abord, en Afrique, il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus anciennes, qui étaient là. C'est ce qui est montré ici. Premièrement, et deuxièmement, même hors d'Afrique, il a pu exister d'autres lignées mitochondriales qui se sont perdues. Et dans le fond, cette notion de coalescence, il faut quand même s'en méfier un petit peu, d'autant plus que on peut avoir toutes sortes de situations qui se présentent. Et ça, c'est vrai quand on regarde non pas l'ensemble du génome, mais qu'on regarde une partie bien spéciale du génome. Alors, je vous ai cité le cas de l'ADN mitochondrial. Il y a le même genre de raisonnement qu'on peut faire avec le chromosome Y, mais en fait, c'est vrai pour toutes les parties du génome. C'est-à-dire que, en fait, chaque partie du génome, si vous prenez un gène avec ses différents allèles, eh bien, il a sa propre histoire évolutive. D'accord ? Et donc, quand on fait des calculs pour essayer de calculer un point de coalescence, eh bien, ça ne nous dit pas forcément qu'il s'est passé quelque chose de particulier à ce moment-là, et notamment, enfin, c'est parce que ça a souvent été utilisé, en particulier pour l'homme moderne, qu'il y a un phénomène de spéciation qui fait qu'il y a une nouvelle espèce qui est apparue. Donc, dans ce schéma, vous voyez que en fonction des parties du génome qu'on regarde dans ce schéma théorique, eh bien, déjà on peut reconstruire des arbres qui sont différents en fonction des parties du génome qu'on reconstruit. Et c'est bien pour ça que aujourd'hui, quand on essaie d'analyser le génome pour reconstituer la phylogénie de population, on prend l'ensemble du génome. Et quand on calcule des temps de coalescence, on calcule des temps de coalescence moyens pour l'ensemble du génome. Parce que sitôt qu'on s'intéresse à une partie du génome, on peut avoir toutes sortes de situations très particulières. Et notamment, il existe parfois des polymorphismes, c'est-à-dire l'existence au sein d'une espèce de plusieurs allèles qui sont des polymorphismes qui sont transspécifiques. Par exemple,
comment dire, les groupes sanguins chez l'homme actuel, ben, on pourrait s'amuser à calculer un temps de coalescence pour tous ces groupes sanguins. Ben, en fait, le problème, c'est que ces groupes sanguins, ils existent chez les grands singes aussi. Donc c'est un polymorphisme qui existait avant la divergence chimpanzé-homme et qui s'est maintenu chez les hominines. Donc vous voyez, il faut faire très très attention à ces calculs. Et surtout, le message que je voudrais vous délivrer à propos de ça, c'est que quand vous lisez des publications en se fondant sur des données génétiques actuelles ou paléogénétiques, on vous donne des temps de divergence de lignées. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Et en gros, lors d'un mécanisme de séparation d'espèces, il faut bien garder en tête qu'il y a 3 dates qui sont des dates différentes, en fait. Alors, elles peuvent être proches ou elles peuvent être éloignées, mais il y a une date ancienne qui est la date de coalescence des génomes. Et cette date de coalescence, elle est forcément ancienne parce que les génomes, la coalescence, elle peut se faire que seulement dans l'espèce mère, avant la séparation de ces lignées. Donc on a une première date qui est une date ancienne. Ensuite, on a une deuxième date qui est une date de séparation des populations, c'est-à-dire un moment où il n'y a plus d'échange génétique entre ces populations. Et puis après, il y a une troisième date qui est la date à laquelle on va être capable d'identifier, dans le phénotype notamment, des différences entre ces différentes lignées. Et bon, en pratique, si vous voulez, je pense que sur les données génétiques, la date qui est pertinente, c'est la date de séparation des populations. Mais les dates de coalescence, c'est quelque chose qui est intéressant à connaître, mais qui ne nous dit pas forcément ce qui s'est passé de façon exacte. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, vous pouvez avoir une coalescence très ancienne par rapport à la séparation de populations. Donc ça, c'est pour la séparation allopatrique, hein, c'est-à-dire, dans le fond, l'existence de barrières ou l'existence de grandes distances géographiques qui fait que on a la divergence de 2 lignées de métapopulation. Alors classiquement, on parle aussi d'un autre type de spéciation qui est une variante un petit peu du précédent, qui est la spéciation péripatrique. En fait, en pratique, je ne suis pas sûr qu'on arrive à trancher de façon claire entre ce qu'est une spéciation allopatrique et une spéciation péripatrique. Pourquoi ? Parce que donc, la spéciation allopatrique, c'est une espèce qui a une grande aire de distribution, et puis il y a une barrière géographique qui se met en place, et donc là, il y a une divergence de 2 lignées de métapopulation. Alors, une spéciation péripatrique, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une espèce qui, à un moment donné, étend son domaine géographique, et à cause de cette extension, eh bien, dans le fond, elle pénètre dans des territoires où les populations pionnières vont, être soumises à des phénomènes environnementaux qui peuvent exercer des pressions de sélection particulières. 2, si ces populations sont peu nombreuses, eh bien, il y aura ces phénomènes de dérive génique que je vous ai indiqués. Et puis 3, il peut s'installer après coup une séparation géographique, et c'est typiquement ce qui se produit, par exemple, dans le peuplement des îles, où une espèce finit par pénétrer dans une île, mais une fois qu'elle est là-bas, eh bien, non seulement elle est soumise à un milieu nouveau, non seulement il y a des phénomènes de dérive génique, mais en plus, les communications peuvent devenir difficiles, voire impossibles. Alors je dis que la différence entre allopatrique et péripatrique n'est pas si évidente que ça. Pourquoi ? Voilà, par exemple, si on reprend l'exemple de mes sapiens et de mes néandertaliens, il y a eu un ancêtre commun des sapiens et des néandertaliens, et cet ancêtre, il est fort possible qu'il ait été africain, et donc
s'il y a eu une sortie d'Afrique antérieure, vous voyez, c'est un peu de la spéciation péripatrique quand même, c'est-à-dire qu'il y a eu une extension du domaine géographique d'une espèce, et puis qui a fini par aboutir plus tard à une séparation. Alors sur la question de la... Je fais un peu un coq à l'âne, mais sur la question de la dérive génique, j'insiste quand même sur un fait que, enfin peut-être vous avez gardé en tête, mais méfiez-vous quand même des interprétations du phénotype, du type de celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les dents, hein, c'est-à-dire c'est ou de la sélection ou c'est de la dérive. En fait, il y a d'autres mécanismes qui interviennent, hein, en particulier la pléiotropie. Vous vous souvenez, la pléiotropie, c'est le fait qu'une partie du génome peut être sélectionnée pour un caractère phénotypique qui procure un avantage, et secondairement, ça peut entraîner d'autres changements dans le phénotype. Et donc, on voit des choses bizarres apparaître dans le phénotype, pour lequel on n'a pas d'explication adaptative, mais ça peut être lié à ce phénomène pléiotropique. Et puis aussi, on a des phénomènes d'intégration. C'est très bien connu, par exemple, pour le squelette, pour le crâne, pour le développement dentaire aussi, c'est-à-dire que quand il se produit des changements morphologiques, eh bien, à la fin, il faut quand même que toutes les parties anatomiques d'un crâne soient intégrées, hein, et donc il y a des influences dans le développement d'une partie sur une autre. Même sur les cuspides des dents, on voit que le fait d'avoir des dents plus grosses, plus petites, ça a un impact sur le nombre de cuspides, par exemple. Alors, je reviens à ma spéciation péripatrique. Il y a un cas qui a été énormément commenté par les pères fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution, en particulier Mayer, qui a proposé le concept biologique de l'espèce. Mayer, il était ornithologue, hein, s'intéressait beaucoup aux oiseaux. Et donc, dans la façon dont ces gens-là comprenaient la spéciation, eh bien, il y avait cette notion de variation clinale ou d'espèce en anneaux. Alors, je vous parle d'oiseaux parce que vous allez voir, je vais amener des exemples, enfin, il y a au moins 2 exemples qui sont des exemples qui ont été beaucoup cités, qui sont des exemples chez les oiseaux. C'est quoi cette idée-là? C'est l'idée qu'une espèce mère peut étendre son territoire. C'est ce que je vous ai décrit avec cette spéciation péripatrique, mais elle peut l'étendre autour d'une barrière géographique. Et si elle l'étend autour d'une barrière géographique, enfin, c'est un cas un peu théorique, hein, mais on peut avoir une succession de populations, une succession de sous-espèces, hein, qui forment une chaîne continue de populations qui ont des domaines géographiques qui se chevauchent et qui maintiennent entre elles une chaîne d'interfécondité. Donc on a des sous-espèces qui sont interfécondes entre elles. Et puis dans une autre direction, autour de cette barrière géographique, on a le même phénomène, mais en fin de course, quand on arrive de l'autre côté de cette barrière géographique, on se retrouve au bout de la chaîne avec des sous-espèces de cette espèce mère qui ne sont plus du tout interfécondes, et donc qui sont devenues 2 espèces différentes. Et donc ça, c'est cette fameuse notion d'espèce en anneau. Alors il y a plusieurs exemples qu'on a cités très souvent dans la littérature. Alors, on va venir aux oiseaux de Mayer dans pas longtemps. Voilà un exemple assez coloré qui est l'exemple de salamandre en Californie. Donc on a une espèce mère, là, cette fameuse Oregonensis qui vit dans le nord, et il y a eu au cours du Pléistocène, il y a une migration de ces salamandres vers le sud. Mais en Californie, il y a un très grand bassin central qui n'est pas très propice aux salamandres, qui vivent dans des régions un petit peu plus, accidentées. Et donc là, on aurait une espèce en anneau,
Donc c'est un exemple qu'on cite souvent, sauf que, en fait, il n'y a pas vraiment de vrai isolement reproductif entre les deux bouts de la chaîne. Donc c'est un exemple qu'on cite, mais qui est à moitié valide, si je peux dire, parce qu'en réalité, il y a des hybrides de ces salamandres qui se trouvent au sud du bassin central de la Californie. Alors les exemples qui sont cités depuis l'époque de Mayer, c'est souvent des exemples sur les oiseaux. Alors, il y a un exemple d'oiseau qui s'appelle le pouillot verdâtre en Sibérie. Il y a un autre exemple que tous les étudiants en biologie connaissent, qui est l'exemple du goéland marin et du goéland argenté. Donc deux espèces de goélands qu'on trouve autour donc, de l'océan Arctique, avec l'idée que ces deux espèces en fait, seraient les deux extrémités de ce fameux anneau démarrant quelque part avec une interfécondité continue de sous-espèces entre elles à partir d'une population mère. Alors en fait, là encore, c'est un exemple qui est souvent cité, mais qui a été plus tard critiqué. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de recouvrement géographique entre ces deux espèces, entre toutes ces sous-espèces, mais surtout parce que, en fait, de plus en plus, il semble qu'on a en fait deux lignées ancestrales qui étaient séparées originellement. Et ce qu'on voit, c'est une variation le long de ces populations. Donc ça ne correspond pas vraiment, encore une fois, parfaitement au modèle théorique de Mayer. Alors je vous parle de cette histoire d'espèces en anneaux parce que certains auteurs ont essayé d'appliquer ce modèle aux hominides. Et en particulier, personnellement, j'y crois pas, mais ça existe dans la littérature, il faut que vous le sachiez. Les Néandertaliens et les Sapiens, certains ont proposé que ça puisse représenter une espèce en anneau, c'est-à-dire en gros une espèce mère qui aurait vécu quelque part au Proche-Orient, et puis un bras, septentrional qui aurait donné des formes très très différentes dans l'ouest de l'Europe, avec les Néandertaliens dits classiques, et puis en Afrique, la même chose avec la divergence des sapiens. Alors je vous dis que je n'ai pas trop cru. Pourquoi ? Parce que, d'abord, au Proche-Orient, les fossiles, les candidats qu'on aurait pour cette population mère, en fait, le problème, c'est qu'ils se séparent quand même assez bien déjà au Proche-Orient, entre Néandertaliens et puis Sapiens. Donc, ce que moi je perçois en tout cas, c'est plutôt une espèce africaine et une espèce européenne qui ont un domaine de recouvrement occasionnel au Proche-Orient. Donc c'est peut-être, j'allais dire, un faux exemple d'espèce en anneau, comme mes goélands autour de l'océan Arctique, qui en fait sont probablement deux espèces qui se sont de temps en temps recouvertes dans une zone d'hybridation. Et donc là, on aurait plutôt, je crois, la même chose. Et de fait, alors évidemment, on n'a pas... Le problème de ce genre de discussion, c'est que, évidemment, on n'a pas une documentation fossile continue géographiquement et au cours du temps qui permettent vraiment de tester des modèles comme ça. Enfin, le fait est qu'en Afrique, et quand je dis en Afrique, c'est à partir de la mer Rouge, on n'a jamais trouvé quelque chose qui ressemble à un néandertalien, ça n'existe pas. Donc, moi, je ne crois pas très bien à cette variation clinale. Alors, il faut quand même parler un peu d'un cas de spéciation péripatrique que vous connaissez sans doute, mais c'est bon de le remettre dans cette discussion.
c'est le cas de l'insularité, le cas des îles. Donc là, je vous rappelle que la spéciation péripatrique dans les îles, c'est le fait que des espèces arrivent à pénétrer dans une île, difficilement, souvent, mais une fois qu'elles sont là-bas, eh bien, elles sont isolées, il n'y a plus de communication avec la population mère et elles se mettent à diverger. Alors les populations, l'évolution dans les îles et les populations fossiles, c'est quand même quelque chose de très très particulier. Pour ceux qui ont assisté à mon cours sur la paléoanthropologie de l'Asie, je vous rappelle que, parce que c'est là que ça se passe pour les hominines, je vous rappelle que dans les îles, on a des phénomènes de divergence qui portent en particulier sur la taille des individus, avec des espèces qui deviennent naines, des gros animaux, des hippopotames, des éléphants, des choses comme ça, qui deviennent petits. Petits, des éléphants qui sont grands comme un gros chien. Et puis on a des espèces qui, elles, deviennent très très grandes. Et ça, c'est lié à plusieurs phénomènes, mais c'est lié d'abord à un phénomène d'appauvrissement de la faune dans les îles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu d'espèces représentées. Et ça, c'est un phénomène, écologique général, c'est-à-dire que plus on prend des territoires grands en taille, et plus on va trouver une grande diversité d'espèces. Et là, vous voyez, il n'est pas question d'îles, il est question de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Je vous indique tout de suite, c'est une échelle logarithmique. Donc quand on passe de 1 à 2, de 2 à 3, on change d'ordre de grandeur, on rajoute des zéros. Bon. Et donc, vous voyez très bien que ça a été vérifié pour tout un tas de groupes. Là, ce sont des poissons. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Le nombre d'espèces de poissons d'eau douce, plus on s'adresse à des territoires réduits, et moins il y en a. Et vous voyez, dans les îles, donc il y a des grandes îles comme Madagascar, la Nouvelle-Guinée. Donc là, on est un peu intermédiaire entre des continents. Et puis des petites îles comme Hawaï. Et puis à la fin, on se retrouve dans des îles où il y a très très peu d'espèces. Et le fait qu'il y ait très très peu d'espèces, c'est lié aussi à une limitation des ressources. Les îles sont des territoires assez réduits. Et donc, du coup, il y a tout un changement dans l'équilibre, des chaînes trophiques, dans les relations entre les prédateurs et puis les proies, les consommateurs primaires et puis les consommateurs secondaires. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, dans le fond, les grands prédateurs qui existent sur le continent, et en particulier les mammifères, l'ordre des carnivores, en général, disparaît parce qu'ils n'ont pas un territoire suffisant pour avoir les proies qu'il leur faut pour vivre. Du coup, les très gros animaux, dans le fond, la taille, c'est aussi un moyen de se protéger des prédateurs. Quand on est très très gros, on a moins de chances de se faire manger que quand on est plus petit. Et donc, du coup, il y a des pressions de sélection qui se relâchent, et on a des gros animaux qui deviennent petits, et puis des petits animaux qui deviennent plus gros, parce qu'en gros, il y a beaucoup moins de prédateurs. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des animaux, qui sont moins exigeants que les mammifères en termes métaboliques, des reptiles, par exemple, ou des oiseaux, parfois, qui peuvent jouer le rôle des prédateurs à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, dans certaines îles, des varans qui deviennent très grands, des choses comme ça. Et donc ce phénomène de nanisme insulaire, c'est quelque chose qui est très connu. Ça a été beaucoup étudié. Alors, je vous parlais des gros animaux. Ça, c'est une carte qui vous montre toutes les îles où on a trouvé des éléphants nains. Vous voyez qu'il y en a énormément, en fait. Et ça a été au début, au temps héroïque de la paléontologie, ça a été beaucoup étudié dans les îles méditerranéennes, en Sicile, en Sardaigne, à Malte, etc. On a tout à Chypre, on a tout un tas
de créatures tout à fait étonnantes. Vous voyez qu'on en a un petit peu partout. Et ça, c'est un phénomène très ancien. On a même repéré ce phénomène de nanisme insulaire chez des dinosaures. Donc on a, quand on remonte à l'ère secondaire, on a une faune de dinosaures qui reproduit ça. Alors, on a au moins un cas, et peut-être deux cas, de nanisme insulaire chez les hominines. Alors, le cas le plus célèbre, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est celui d'Homo floresiensis. Donc, Homo floresiensis, c'est un fossile qui a été découvert dans cette grande grotte de Liangboa, qui se trouve dans l'île de Flores, en Indonésie. Et cette île de Flores, vous voyez, c'est une île qui fait partie de toute une chaîne d'îles indonésiennes. Et quand on va plus à l'ouest, on tombe sur cette grande île de Java, puis sur Sumatra, et là, on a une zone qui a été, lors des baisses des niveaux marins, régulièrement rattachée au continent asiatique, donc ça faisait partie de la masse continentale de l'Asie. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que quand on va plus à l'est, ici en particulier, c'est le cas pour Flores, eh bien, on a des îles qui, en tout cas c'est ce que nous disent les géologues, ont toujours été séparées par un bras de mer plus ou moins important des îles, enfin des autres îles et puis surtout du continent. Et donc, évidemment, la question se pose de savoir comment les ancêtres de cet Homo floresiensis est arrivé à Flores. On a des traces archéologiques et maintenant on a même des fossiles d'hominines qui semblent être ancestraux de ce Homo floresiensis qui remontent à 750 000 ou 800 000 ans dans l'île de Flores. Ce qu'on pense, c'est que cette créature tout à fait bizarre, qui a vécu jusqu'il y a environ 50 000 ans dans ces régions-là, c'est-à-dire en gros jusqu'à l'arrivée des sapiens dans la région, eh bien, on pense que c'est probablement le résultat de l'évolution d'Homo erectus ancien. Alors certains pensent peut-être des choses encore plus anciennes que ça, qui ont pénétré dans cette île de Flores, puis ensuite qui ont été isolés. Donc c'est une spéciation péripatrique, isolée, et qui ont divergé. Alors, divergé en subissant ces contraintes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait moins de ressources, le fait qu'il y ait moins de prédateurs, enfin, etc. Et donc on aboutit à voilà, les ossements fossiles du premier individu qui a été découvert. On en a découvert d'autres depuis. Alors, ces ossements étaient tellement extraordinaires qu'il y a eu pendant des années, il y a eu un débat. Il y a des gens qui pensaient que c'était un être anormal, en fait, que c'était pathologique, Homo floresiensis. Bon, maintenant, on en a plusieurs, donc on est assez convaincu que c'est vraiment une espèce à part. Donc voilà, c'est une toute petite créature qui fait à peine un peu plus d'1 mètre, qui a des grands pieds comme ça, des caractères squelettiques tout à fait particuliers. Et puis, vous allez le voir aussi, surtout, un cerveau qui lui aussi est très particulier. Et donc, à Flores, cet Homo floresiensis, il semble subir, comme le reste de la faune, ces phénomènes d'isolement insulaire. Et on a à Flores, alors, exactement ce que je vous décrivais, c'est-à-dire des éléphants nains. On a des varans qui deviennent très très grands, qui deviennent les prédateurs. On a aussi des oiseaux, une espèce de marabouts, qui eux aussi deviennent des prédateurs, qui sont très grands. Là, c'est pas figuré, mais si on mettait un de ces petits bonhommes de Flores à côté, il serait grand comme les pattes de cet échassier-là. Et puis on a des rats qui deviennent très très gros. Alors je vous disais que le cerveau de cet Homo floresiensis, il était très curieux et intéressant. Il est curieux et intéressant à cause de sa taille. Voilà
l'évolution de la taille chez les hominines, la taille du cerveau au cours des derniers 3,5 millions d'années, vous voyez que Homo floresiensis, il se situe, enfin en tout cas à l'époque où il a vécu, complètement en dehors de cette trajectoire générale des hominines. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a probablement dans cette espèce un maintien, mais plus probablement une réduction de la taille du cerveau, ce qui est quand même un phénomène tout à fait inhabituel chez les hominines. Et c'est lié certainement au fait que le cerveau est un organe qui, je vous l'ai souvent répété, est très consommateur d'énergie. Et donc, dans un milieu où l'énergie est limitée, eh bien, on va voir un autre exemple tout à l'heure. Alors, depuis cette découverte de Flores, il y a eu, il y a quelques années, une autre trouvaille dans l'île de Luçon, aux Philippines, donc beaucoup plus au nord, avec un scénario qui est un petit peu le même, hein, c'est-à-dire une île qui semble avoir été toujours isolée du continent par au moins un petit bras de mer, et ça pose vraiment la question de savoir hein, comment des hominines, il y a 800 000 ans, ont pu se retrouver dans ces îles-là, hein, parce que je doute qu'ils aient eu des bateaux. Donc il y a tout un tas de scénarios qui ont été proposés, mais j'avoue que c'est assez difficile à imaginer. Et donc dans l'île de Luçon, eh bien, un peu la même histoire qu'à Flores, on a des restes d'un individu. Alors l'Homo luzonensis, on le compare souvent à Flores. Pourquoi ? Parce que, comme à Flores, on a la combinaison de caractères qui semblent très primitifs et hérités de quelque chose de très ancien, un homo très ancien, voire certains parlent d'australopithèque même, hein. Et puis des caractères dérivés, alors qui sont peut-être liés à la réduction de taille, mais en tout cas une convergence avec ce qu'on observe chez Homo sapiens. Alors, pour l'instant, Homo luzonensis, vous voyez, il est représenté quand même par peu de restes. Donc ce n'est pas comme pour Flores, on n'a pas des squelettes presque complets, on a quelques os, et en fait on hésite un peu sur le fait que c'est vraiment une forme, naine, mais en tout cas c'est vrai que sans être identique à Flores, à Floresiensis, il présente aussi une combinaison de caractères non pas identiques, mais comparables. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une autre forme de spéciation qu'on oppose classiquement à la spéciation allopatrique ou péripatrique, où là, c'était la géographie hein, qui jouait un rôle essentiel, les barrières géographiques, la distance, l'isolement dans des îles. Hein. Là, il est question d'espèces qui apparaîtraient dans une zone géographique relativement réduite à partir d'un ancêtre commun et qui se sépareraient localement. Je vous ai cité l'exemple de la fouine et de la martre qu'on trouve en Europe. Dans les mêmes régions, dans l'est de la France, il y a des fouines et il y a des martres. Donc rappelez-vous, hein, la martre, c'est plutôt un animal nocturne qui vit loin des habitations. La fouine, elle se nourrit plus volontiers des restes des humains, enfin des déchets plutôt des humains, et puis c'est un animal plutôt diurne. Et puis sur le plan phénotypique, ça se ressemble beaucoup comme animal. Alors, je vous dis tout de suite, cette histoire de comment on peut imaginer que deux lignées de métapopulation se séparent en s'adaptant l'une à la vie nocturne et l'autre à la vie diurne, et qu'au fil du temps, ça devienne deux espèces différentes, c'est un sujet de controverse au sein des biologistes, parce que dans le fond, on n'est jamais très sûr qu'au départ, il n'y a pas eu quand même une séparation allopatrique. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un exemple qui était l'exemple des souris en Europe, qui avaient deux sous-espèces, Musculus et Domesticus, représentées en Europe, avec une zone au milieu de l'Europe où elles sont en contact et où elles s'hybrident,
Mais, alors, on les appelle des sous-espèces, mais on pourrait peut-être les appeler des espèces, parce qu'en fait, vous vous souvenez que ces hybrides, eh ben, ils sont, en tout cas les hybrides mâles, ne sont pas très féconds. Et donc, finalement, ces deux sous-espèces, elles ne fusionnent pas en Europe. Hein. Elles restent séparées. Il y a un mécanisme qui les garde séparées. Donc, c'est vraiment des espèces en train de se former. Et alors, là, dans le cas de ces souris, on connaît un peu plus leur histoire passée, et on sait qu'elles viennent du Proche-Orient, et au départ, il y a eu une séparation. Donc, il y a eu une séparation à partir d'une espèce mère, et puis il y a eu une divergence qui s'est produite, et plus tard, elles se sont retrouvées en sympatrie. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est en fait beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit dans des espèces sympatriques qui sont peut-être des fausses espèces sympatriques, en fait. Donc ce n'est pas juste une séparation, entre guillemets, écologique, c'était peut-être au départ une séparation géographique avec adaptation à des niches écologiques différentes, et puis ensuite, les hasards des changements environnementaux ont fait que ces deux espèces sont retrouvées en contact. Alors, chez les hominines, bon, l'exemple qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de cette spéciation, de ces spéciations sympatriques, eh bien, c'est la divergence entre la lignée du genre Homo et la lignée qui donne en Afrique de l'Est les Australopithèques dits robustes, enfin les Boisei, avec l'idée que, voilà encore une de ces courbes qui vous montre les oscillations climatiques au cours des derniers, alors là c'est un peu plus de 4 millions d'années, avec l'idée qu'en Afrique, alors en Afrique il n'y a pas de glaciation, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des épisodes d'aridité qui sont de plus en plus importants et qui font qu'il y a une réduction des surfaces forestières au profit de savanes, de prairies, voire de steppes, voire de déserts dans certaines régions. Et dans le fond, cette ouverture de plus en plus grande du paysage, eh bien, les hominines y auraient répondu de deux façons différentes. Donc là, on est bien vraiment dans l'écologie. Une solution sur le plan alimentaire, sur le plan des ressources, c'est de se tourner vers une nourriture nouvelle, en gros de devenir carnivore. Donc on mange les carcasses d'animaux abandonnés par les carnivores, puis on se met à chasser. En plus, il y a une tradition, si je peux dire, ancienne de petites chasses chez les chimpanzés, probablement l'ancêtre commun des chimpanzés et des hommes. Donc on amplifie ça et ça donne le genre Homo avec toute une cascade de changements, l'outillage, le cerveau plus grand, etc. Et l'autre solution, c'est de se tourner vers une alimentation toujours végétale, comme elle était essentiellement chez les Australopithèques les plus anciens, Afarensis notamment, et donc de diverger vers des formes qui sont adaptées à cette nourriture coriace qu'on va trouver dans ces environnements nouveaux, avec un système masticateur très puissant, une denture tout à fait particulière, et ça donne les représentants du genre Paranthropus et l'espèce Boisei en Afrique de l'Est. Alors, d'abord, deux, trois remarques à propos de ce modèle. On a souvent mis en avant l'idée qu'il y avait une sorte de crise quelque part entre 2,5 millions et 3 millions d'années, espèce de montée brutale de l'aridité qui aurait, dans le fond, déclenché cette divergence, cette séparation, donc cette spéciation sympatrique au sein des ancêtres australopithèques du genre Homo et du genre Paranthropus. C'est assez remis en question aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas eu une crise particulière, mais que c'est plutôt une accumulation, une montée de l'aridité progressive.
Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que, vous voyez, le problème aussi de la spéciation sympatrique, c'est que ça dépend de quelle échelle géographique on parle. C'est-à-dire que ce crâne de Paranthropus boisei et ce crâne d'Homo rudolfensis, ils ont été trouvés au Kenya. D'accord ? Et ils ont un âge qui n'est pas très différent, enfin 1,7 million, 1,9 million. Mais maintenant, évidemment, est-ce que ça veut dire qu'à une échelle géographique, c'est-à-dire plus près du terrain, ces espèces, elles vivaient vraiment au même endroit? C'est probablement assez improbable. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce que je vous racontais tout à l'heure à propos de ces espèces qui ont été séparées à un moment et puis qui se retrouvent à nouveau ensemble. Peut-être que le déclenchement de cette divergence, ça a été quand même, au moins sur le plan régional, le fait que les uns vivaient dans un environnement plus ouvert et les autres dans un environnement beaucoup plus aride qui a déclenché le phénomène, et même si ensuite elles ont partagé les mêmes territoires quand elles ont été bien séparées. Et de fait, quand on regarde les données isotopiques, par exemple, les isotopes du carbone, le carbone 13 qu'on peut extraire des tissus dentaires, eh bien, on voit que effectivement les Paranthropus boisei, ils vivent dans des milieux qui sont vraiment des milieux de savane quand même assez sèches, alors que vous voyez que les représentants anciens du genre Homo, eux, sont beaucoup plus flexibles, si je peux dire, dans leur sinon dans leur alimentation, mais en tout cas dans le type d'environnement dans lequel ils vivent. Et donc là, il y a peut-être quand même un problème de résolution qui est en jeu. Je voudrais attirer votre attention sur un deuxième exemple de spéciation sympatrique, alors là, qui est assez mystérieuse. C'est le cas de Homo naledi. Alors Homo naledi, c'est une espèce qui a été découverte assez récemment en Afrique du Sud. Et en fait, elle a été trouvée dans un endroit très particulier, près de Johannesburg, dans un système de grottes, de karst. Le premier endroit où on l'a trouvée, c'est un réseau qu'on appelle Rising Star. Et puis on l'a trouvé ensuite dans un système de grottes qui est pas très loin. C'est pas le même réseau exactement, mais on parle de centaines de mètres. Et donc dans ces grottes, on a trouvé des milliers d'ossements de cette espèce Homo naledi qui était complètement inconnue jusqu'alors. Alors il y a des problèmes un peu disons, elle est généralement donnée comme ayant un âge autour de 300 000. Elle a existé avant, certainement, et même cet âge de 300 000, c'est assez difficile de dater un site comme celui-là. Et c'est très, même la façon dont ces fossiles sont arrivés dans cette grotte, ça a prêté à des tas de débats, parce que, vous voyez, pour accéder au site dans lequel on trouve ces ossements, il faut faire un parcours spéléo absolument incroyable. Les gens qui ont étudié ce site ont régulièrement passé des annonces pour recruter des fouilleurs à qui on demandait non seulement d'avoir des talents de spéléologue, mais en plus d'avoir un format corporel particulier. Donc on a recruté des dames très minces pour pouvoir passer là-dedans, pour aller jusque-là. Donc c'est vraiment un endroit très inaccessible. Alors l'équipe qui a fouillé là, Lieberger et d'autres, pensent que ces ossements ont été apportés volontairement par les Homo naledi au fond de cette grotte. Bon. Ça n'emporte pas la conviction générale. Certains pensent qu'il y a probablement une autre entrée, peut-être, en tout cas, une autre façon d'expliquer cette accumulation. Et alors, cet Homo naledi, donc,
ce soit 300 000 ans ou 400 000, ça ne change pas grand-chose. Donc il vit dans une région d'Afrique qui est quand même pour l'instant très limitée. Alors il y en a sûrement eu ailleurs, mais pour l'instant on ne les a pas trouvés. Donc on les a là dans un petit coin d'Afrique. Et à cette époque-là, en Afrique, on a des hominines complètement différents. 300 000, c'est l'âge des hommes de Djebel Irhoud, qui sont nos proches parents, pour ne pas dire nos ancêtres directs, avec un grand cerveau, un mode de vie très différent. Par exemple, dans ce site de Rising Star, on n'a pas trouvé d'outillage, par exemple. Il n'y a pas d'outils en pierre, de choses comme ça. Donc, on ne sait pas très bien comment pouvaient vivre ces créatures-là. Mais en tout cas, la différence avec Flores, vous allez voir, il y a des points communs, en particulier sur la taille et sur la taille du cerveau. On retrouve toujours un peu ces scénarios-là. Mais là, on ne peut pas évoquer un isolement insulaire. Il n'y a pas une mer autour de ce coin d'Afrique où on a trouvé Homo naledi. Et donc, il faut imaginer un autre mode de spéciation. Alors, d'autant plus que quand on regarde les caractères de cet Homo naledi, bon, ce n'est pas l'objet de mon cours aujourd'hui, mais il a des caractères quand même très, très surprenants. Il a des caractères assez primitifs, en particulier la taille du cerveau. À nouveau, c'est une taille qui, pour cet âge-là, est très réduite. On a une denture qui est une denture assez petite en taille, enfin petite comparée à des formes primitives d'hominines, mais qui a des caractères morphologiques parfois qui évoquent les australopithèques. Donc il y a des gens qui ont pensé que c'était peut-être une survie prolongée d'une lignée d'australopithèques dans cette région-là, quelque chose comme ça. Et puis sur le squelette post-crânien, des choses très très curieuses. Alors un membre supérieur avec des mains, vous voyez, avec un pouce très développé, donc un pouce opposable, une main très humaine, entre guillemets, j'allais dire avec les critères actuels, mais en même temps des phalanges recourbées comme ce qu'on retrouve chez des australopithèques très anciens ou des grands singes même, qui sont arboricoles, et puis un membre inférieur qui ressemble en modèle réduit énormément à un membre inférieur d'hommes beaucoup plus récents que ça. Donc toutes sortes de scénarios ont été proposés, y compris un scénario d'hybridation entre des espèces. Mais enfin, je pense que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on a là une spéciation sympatrique avec une adaptation à une niche écologique tout à fait particulière. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'a pu être cette niche écologique. On a quand même quelques indices qui viennent de l'étude de la denture. Alors, la denture, elle a été étudiée sur le plan morphologique, mais elle a été aussi étudiée sur le plan de l'usure, parce que les dommages subis par les surfaces d'émail dentaire disent quelque chose sur l'alimentation ou l'environnement. Et le résultat de ces travaux, c'est que en fait, cette Homo naledi, pour un certain nombre de paramètres qui décrivent soit la morphologie, soit l'usure dentaire, vous voyez, il se distingue complètement à la fois des représentants récents du genre Homo, mais aussi des australopithèques, avec un ensemble de caractères tout à fait particuliers. Et la façon dont ces paramètres sont interprétés, eh bien, d'abord sur le plan morphologique, on a des dents qui sont, encore une fois, d'une taille relativement contenue comparée à celle d'Australopithèque, par exemple, donc une réduction de la taille des dents, mais des dents qui ont une couronne dentaire qui est très très haute, donc
des cuspides qui sont élevées. Vous voyez, elle est là, la dent de Naledi. Donc des dents qui sont très hautes. Et puis, ce que nous disent l'usure dentaire, c'est que manifestement, c'est des dents qui sont construites pour résister à une usure très forte. Et donc ça peut être interprété de deux façons. Soit ce sont des hominines qui ont opté, si je peux dire, en tout cas qui se sont adaptés à une nourriture très abrasive. On pense par exemple à des organes souterrains de plantes, hein, des tubercules qui sont couverts de terre. Hein. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que ça soit un changement environnemental, parce qu'on sait que la présence de poussière abrasive dans l'alimentation a à peu près le même effet que ce que je vous décrivais à propos de mes tubercules. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment pour l'instant de choix qui est fait entre ces deux hypothèses-là. Mais en tout cas, ce que nous dit la denture de Naledi, c'est que il mangeait quelque chose de très particulier. Et ça, c'est probablement un des éléments de cette niche écologique particulière d'Homo naledi. Moi, je pense, c'est une image qui a été utilisée par un de mes collègues, c'est l'image de... Vous connaissez l'okapi. Hein. L'okapi, c'est une girafe, en fait. Hein. C'est un girafidé qui a été découvert, en fait, récemment, au XXe siècle. Hein. C'est extraordinaire, parce que c'est un animal quand même d'assez grande taille, et qui vit dans une petite région au milieu de l'Afrique, dans la forêt équatoriale au Congo, au milieu d'un continent où il y a eu, en tout cas maintenant moins, des girafes partout, depuis le Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc c'est un peu l'impression qu'on a avec cet Homo naledi. De la même façon que l'okapi est adapté à cette vie dans un milieu forestier très particulier où les girafes ne peuvent pas vivre, eh bien, probablement que notre Homo naledi a vécu là, dans ce petit coin d'Afrique du Sud pendant plusieurs centaines de milliers d'années, entouré d'hominines très différents et d'hominines avec un cerveau beaucoup plus grand. Et cette histoire de cerveau plus petit, pour moi, ça évoque ce que je vous ai dit déjà à propos de Flores, c'est-à-dire que dans cette niche adaptative des naledi, probablement il y a un problème énergétique, hein, parce que il n'y a que ça vraiment chez les hominines qui peut aboutir à une réduction de la taille du cerveau, qui est quand même un phénomène pas banal. Alors pour finir, je voudrais vous donner un dernier exemple, un dernier cas de spéciation. Alors je vous dis tout de suite que c'est très rare chez les mammifères. C'est la spéciation par hybridation, c'est-à-dire deux espèces qui sont encore interfécondes et qui vont se mélanger pour produire une nouvelle espèce, quelque chose de différent. Je vous ai déjà cité un exemple qui a été analysé il n'y a pas très longtemps, qui est l'exemple du bison européen, qui, dans son génome, a une partie de son génome qui est un génome de bison des steppes, le bison pléistocène ancien, et une partie de son génome qui est de l'auroch, qui a disparu maintenant. Et donc, voilà une espèce, parce que là, on a des espèces qui sont, c'est un petit peu comme les exemples avec les primates ou les carnivores, des espèces qui sont très facilement hybridables, si je peux dire, qui gardent très longtemps leur possibilité d'interfécondité. Et donc là, on a une espèce qui a été répandue sur une grande partie de l'Europe, qui semble être le résultat de la fusion de deux espèces de grands bovidés. On a un autre cas chez les dauphins, donc le dauphin Climène. Donc c'est un dauphin qui possède des caractères anatomiques qui, depuis assez longtemps, a fait supposer qu'il pouvait être l'hybride de deux autres espèces de dauphins. Et ça a été confirmé par la génétique, c'est-à-dire quand on a pu séquencer le génome de ce dauphin Climène, eh bien, on s'est rendu compte que c'est un hybride
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un hybride qui est devenu une espèce à part entière, c'est-à-dire il est isolé des autres espèces. Autre cas, je vous cite ces cas-là parce que, en fait, cette histoire d'hybridation qui donne une nouvelle espèce, c'est quelque chose qu'on connaît, alors je ne dis pas de façon fréquente, mais qu'on connaît chez les insectes, qu'on connaît chez des reptiles, qu'on connaît chez des poissons. Chez les mammifères, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc on a une chauve-souris qu'on connaît dans les petites Antilles, qui elle aussi est cette artibée de Schwartz, qui est apparemment une hybride de deux autres chauves-souris qui sont connues, l'une en Amérique centrale, l'autre en Amérique du Sud. Et là, c'est un cas qui combine un petit peu la formation d'espèces par hybridation et puis ce que je vous ai raconté sur les îles, c'est-à-dire que là, on a non seulement des hybrides, mais en plus des hybrides qui se trouvent à un moment donné confinés dans un milieu insulaire. Et là, pour des raisons liées à l'écologie particulière, des Grenadines, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, etc., eh bien, ils vont prospérer et devenir l'espèce dominante, un peu plus grande d'ailleurs que les deux espèces mères. Alors, pour en venir aux primates et aux hominines, je vous ai déjà cité le cas au sein des babouins, du babouin de Kinda, qui, suivant une étude génétique assez récente, serait lui aussi le fruit de la fusion de deux lignées de babouins qui n'existent plus, mais qui sont originaires. Enfin, l'une serait apparentée plutôt au babouin à Madrias et l'autre à ce babouin cynocéphale. Mais vous voyez, ce sont des lignées qui ont divergé il y a assez longtemps. Alors, on a, depuis qu'on parle d'hybride, évidemment, tout un tas de collègues qui se sont jetés là-dessus et qui, en gros, nous disent chez les hominines, il y a aussi des hybrides qui ont formé des espèces. On recherche très, très activement ça. Alors, ça a été avancé, par exemple, pour cet Homo naledi, là, dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'on a dit, dans le fond, une façon d'expliquer cette combinaison très curieuse de caractères, avec des caractères qui, pour certains, rappellent les australopithèques, et puis des caractères qui sont des caractères très proches, alors non seulement du genre Homo, mais d'un genre Homo, de représentants du genre Homo assez tardif. Peut-être que c'est un cas d'hybridation au sein des hominines entre ces deux formes. Mais c'est surtout à propos des australopithèques robustes que la question a été soulevée. Vous vous souvenez peut-être qu'on a en Afrique du Sud aussi des représentants du genre Paranthropus. Donc ce Paranthropus dont on a parlé tout à l'heure, qui est une forme adaptée au milieu aride en Afrique de l'Est, et qui existe depuis très longtemps. Je vais vous montrer une diapo de ça dans un instant. On a en Afrique du Sud, à côté de l'Australopithecus africanus, l'Australopithèque classique, si je peux dire, on a cette forme robuste. Alors cette forme robuste, elle présente des caractères communs avec la forme d'Afrique de l'Est, mais en Afrique de l'Est, on a vraiment une longue évolution. On connaît des formes, alors ce n'est pas la même espèce exactement, c'est Paranthropus aethiopicus, mais depuis, disons, 2,5 millions d'années, on a ces formes hyper robustes qu'on voit très très bien diverger à partir de quelque chose qui probablement s'enracine chez Australopithecus afarensis et qui diverge vers une écologie très particulière avec une anatomie tout à fait remarquable. Et donc, on a quand même une proximité entre ces formes est-africaines et puis des australopithèques, entre guillemets, robustes en Afrique du Sud. Donc, on a, la plupart des auteurs les rangent dans le même genre, qui est le genre Paranthropus. Mais ces formes de paranthropes sud-africains
le problème qu'on a avec elles, c'est qu'elles sont quand même moins divergentes par rapport à Australopithecus africanus que ne le sont ces Paranthropus boisei d'Afrique de l'Est. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les isotopes du carbone 13. Je vous ai montré que boisei était complètement différent des autres, était adapté à un environnement et à une nourriture dans un milieu très aride. Justement, les paranthropes d'Afrique du Sud, eux, ils ne sont pas comme ça complètement divergents. Ils sont avec le gros, si je peux dire, des autres hominines. Et puis, ils ont des caractères parfois qui rappellent les Australopithecus africanus. Et donc, il y a eu, à propos de ces paranthropes, des discussions qui ont duré, et qui durent encore d'ailleurs, pour savoir si les paranthropes, c'est une lignée monophylétique, c'est-à-dire si en gros c'est un groupe frère du genre Homo qui a divergé il y a 2,5 millions d'années, qui a donné plusieurs espèces, dont une espèce en Afrique du Sud, ou, et ça c'est une hypothèse qui a été défendue par pas mal de gens, l'idée que Paranthropus, en fait, c'est un groupe paraphylétique, c'est-à-dire ce n'est pas un vrai groupe, en fait. On a mis dans ce groupe-là des choses qui se ressemblent, mais cette ressemblance, elle ne se fonde pas sur l'existence d'un ancêtre commun proche. Et donc, les gens qui défendent cette idée-là disent en gros, eh bien, on a en Afrique de l'Est une évolution à partir d'Australopithecus afarensis, Lucie si vous voulez, vers ces formes de plus en plus robustes, donc au cours depuis 2,5 millions d'années. Et puis en Afrique du Sud, on a une autre histoire et on a des Australopithecus africanus qui, eux, évoluent vers les paranthropes. Et si les paranthropes d'Afrique du Sud ressemblent à ceux d'Afrique de l'Est, c'est de la convergence, en fait. Ce n'est pas lié à l'existence d'un ancêtre commun. Alors, pour terminer, je voudrais quand même vous dire que maintenant, ça fait un petit moment, ça fait une dizaine d'années, il y a une autre hypothèse, et l'autre hypothèse, c'est ça. C'est que ces Australopithecus robustus, enfin ces Paranthropus robustus, ici, vous voyez, l'auteur Trenton Holliday a été amené à tout faire rentrer dans le genre Australopithecus, évidemment. Eh bien, l'idée qu'en fait, Australopithecus robustus, eh bien, ça n'est ni le groupe frère des boisei, ni le descendant des africanus, mais c'est un hybride des deux. C'est un hybride en Afrique du Sud d'Australopithecus africanus et de boisei qui serait... alors, on a au Malawi, qui est quand même pas très loin de l'Afrique du Sud, on a des formes qui ressemblent un peu à ces boisei. Et donc, l'idée, c'est que c'est une hybridation qui aurait donné qui aurait donné naissance à une nouvelle espèce. Alors, cette nouvelle espèce, évidemment, comme elle est hybride, elle posséderait des caractères de boisei, mais ce ne serait pas quand même complètement des paranthropes, et puis des caractères qui font que certains pensent que c'est la descendance d'Africanus. Donc vous voyez que cette histoire d'hybridation a fait son chemin assez loin dans les réflexions des paléoanthropologues. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas d'ADN de ces formes-là, parce qu'elles sont très anciennes. On parle de formes qui ont plus d'1,5 million d'années pour les plus récentes. Hein. Donc il y a peu d'espoir de trouver de l'ADN, mais il y a actuellement un projet de recherche qui est en cours et qui consiste à regarder, en particulier, on pense pouvoir extraire des protéines anciennes de ces fossiles, et peut-être que grâce à l'extraction de ces protéines anciennes, on arrivera à construire une phylogénie moléculaire qui soit renforcera l'un de ces deux schémas, soit peut-être confirmera celui de l'hybridation de deux espèces. Je vous remercie.